Bienvenue dans C'est entre nous. Imaginez une maison qui est construite, disons, directement sur une ligne de faille sismique. Ouais, une situation, très instable dès le départ. Exactement, vous ne vous contentez pas de regarder les petites fissures qui apparaissent sur les murs de votre salon. Vous vous interrogez sur l'intégrité de la fondation tout entière, n'est-ce pas? Mmh. Sur ces forces tectoniques invisibles qui menacent de tout faire s'effondrer. Mmh. C'est une très bonne image pour la région. C'est exactement la situation de l'île d'Hispaniola aujourd'hui. D'un côté, la République dominicaine, un État souverain qui tente de maintenir sa stabilité économique et sociale, et de l'autre, un Haïti en proie à un effondrement sécuritaire, institutionnel et humanitaire d'une ampleur si totale qu'elle défie l'entendement. Un effondrement total, oui. Donc la question centrale qui divise les observateurs aujourd'hui, c'est de savoir si nous sommes les témoins d'une sorte de guerre hybride, un siège géopolitique asymétrique visant à déstabiliser la République dominicaine, comme l'affirment des figures politiques de premier plan. Moi, je soutiens qu'il y a une mécanique délibérée derrière cette pression, une orchestration internationale qui dépasse largement le simple drame humanitaire. Eh bien, je vous dirais que quand la moitié de cette même maison est littéralement en feu et que les habitants fuient les flammes pour survivre, il est d'un cynisme absolu d'accuser ceux qui fuient d'être les architectes secrets de l'incendie. C'est une façon de voir les choses, mais Je m'attacherai à démontrer, pour ma part, que ces théories d'invasion géopolitique relèvent d'une malhonnêteté intellectuelle profonde. C'est un mythe. Un mythe construit de toutes pièces pour justifier des politiques d'État xénophobes et, disons-le, d'une grande brutalité, tout en ignorant totalement la réalité terrifiante du terrain. alors, pour bien comprendre pourquoi la thèse de l'invasion planifiée n'est pas juste une simple théorie du complot, il faut vraiment se pencher sur la voix qui la porte avec le plus de force aujourd'hui. Le docteur Pellegrin Castillo. L'ancien ministre? Oui. Tout à fait. Il est crucial de comprendre qui est cet homme. On ne parle pas d'un influenceur en quête de clics sur Internet, hein. C'est un homme d'État chevronné, le tout premier ministre de l'énergie et des mines sous Danilo Medina. Son CV est impressionnant, je vous l'accorde. Et c'est là que ça devient intéressant. Entre 2013 et 2015, Castillo a personnellement démantelé un réseau d'exportation clandestine, des cargaisons qui étaient étiquetées comme de la simple bauxite, mais qui cachaient en réalité des terres rares et du titane expédiés vers la Chine. Il a fait vérifier ça par des laboratoires. C'est un fait historique avéré, oui. Voilà, c'est quelqu'un qui a vu de ses propres yeux comment les superpuissances manœuvrent dans l'ombre pour s'accaparer des ressources stratégiques. Sa grille de lecture est essentielle. Il regarde l'île à travers le prisme de Sun Tzu et des doctrines militaires modernes. Mais c'est précisément là que le bas blesse. Laissez-moi juste finir sur son concept. Dans la guerre contemporaine, on n'envoie plus de chars à la frontière. On utilise des flux migratoires comme des armes. Castillo utilise cette métaphore très parlante du bain-marie. Ah, le fameux bain-marie. Oui, c'est une cuisson lente. Vous ne déclarez pas la guerre à la République dominicaine, vous augmentez la température degré par degré. Vous lui imposez une charge démographique impossible, tout en lui liant les mains par la pression des ONG internationales. À la fin, l'État dominicain bout et s'effondre de l'intérieur. C'est une métaphore séduisante. Le bain-marie, je vous le concède volontiers, car elle donne un visage intellectuel à la paranoïa. De la paranoïa, vraiment? Totalement. Examinons la réalité qui, elle, ne repose pas sur des métaphores culinaires ou militaires. Ce que Castillo appelle froidement une arme démographique, ce sont des êtres humains pris au piège d'une horreur absolue. Aujourd'hui, 85 à 90% de Port-au-Prince est sous le contrôle total de coalitions de gangs ultra-violentes. Je ne nie absolument pas la brutalité de ces groupes, mais Il faut comprendre comment ces coalitions opèrent. Prenez Vivre Ensemble ou Grand Griffe. Ce ne sont pas des petits voyous de quartier. Ils fonctionnent comme des quasi-États prédateurs. Ils contrôlent les terminaux pétroliers, ils bloquent les axes routiers principaux. Ils créent la famine de toutes pièces. c'est vrai, leur pouvoir de nuisance est colossal. Laissez-moi juste vous donner les chiffres, car ils sont cruciaux pour comprendre pourquoi les gens partent en masse. Nous avons 1,4 million de déplacés internes en Haïti. 2 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire aiguë. Les chiffres sont tragiques, oui. Et entre octobre 2024 et juin 2025, on a recensé plus de 4 864 meurtres.
Quand vous avez des gens qui fuient ce niveau de carnage absolu, parler d'un transfert de population orchestré pour détruire la souveraineté dominicaine, c'est inverser les rôles. C'est transformer les victimes d'un État failli en soldats d'une armée invisible. D'accord, mais si la théorie d'une orchestration internationale n'a aucun fondement factuel, comme vous l'affirmez, comment expliquez-vous les éléments tangibles que Castillo et d'autres mettent sur la table? Ils ne parlent pas dans le vide. Quels éléments tangibles? Prenons le plan de contingence préparé par l'USAID et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le fameux HCR. Ce document planifiait concrètement l'établissement de camps de réfugiés directement près de la frontière dominicaine. C'est le travail du HCR de faire des plans de contingence, non? Attendez, ajoutez à cela les déclarations publiques du sénateur américain Marco Rubio. Il a affirmé explicitement devant des caméras que l'administration Biden travaillait sur un plan pour transférer 3 millions d'Haïtiens en coordination avec Amnesty International. Ah, Marco Rubio. Et on retrouve même un avertissement officiel de 2019 attribué à un responsable de l'ONU nommé Émulé qui prévenait de l'arrivée de hordes. Comment peut-on balayer tout cela d'un simple revers de main? On le balaye très facilement quand on prend la peine de vérifier les sources, en fait. Reprenons-les une par une, si vous le voulez bien. Je vous écoute. Commençons par Marco Rubio. Nous sommes là en pleine rhétorique partisane américaine, dans un contexte électoral extrêmement tendu avant le retour de Trump. Rubio attaquait la politique migratoire de Joe Biden pour marquer des points auprès de sa base conservatrice. Il est quand même sénateur. Il a accès à des renseignements classifiés. Oui, mais il fait du théâtre politique à Washington. Prendre une hyperbole de campagne américaine et la transformer en preuve d'un complot onusien contre Saint-Domingue, c'est confondre la politique politicienne avec la réalité géopolitique des Caraïbes. Bon, admettons pour Rubio, mais qu'en est-il du plan du HCR et du fameux Émulé R? Le mystérieux Émulé R, c'est le meilleur exemple de cette désinformation. Des journalistes d'investigation ont fouillé les archives. Et vous savez quoi? Quoi? Il n'y a absolument aucune trace officielle d'un responsable des Nations Unies portant ce nom en 2019, ni de discours parlant de hordes prêtes à envahir. C'est une fabrication totale, un fantôme numérique utilisé pour effrayer la population. C'est difficile à prouver que ça n'existe pas du tout, mais d'accord. Et les plans du HCR? Quant au plan de contingence du HCR, c'est littéralement leur mandat. Quand un pays voisin s'effondre, les agences humanitaires prévoient des tentes, de l'eau, de la logistique. Appeler cela un plan de guerre hybride, c'est comme accuser les pompiers d'avoir allumé le feu juste parce qu'ils ont garé leur camion devant la maison. C'est une façon de voir les choses, mais je pense que vous évitez le mécanisme économique sous-jacent qui renforce cette perception d'ingérence. Si les ONG internationales forcent la République dominicaine à absorber cette population, c'est bien qu'il y a une pression asymétrique. Sauf que le moteur de cette migration n'est pas dicté par l'ONU, il est dicté par le capitalisme dominicain lui-même. C'est là que réside la plus grande ironie de toute cette histoire. C'est-à-dire, Il y a un facteur de répulsion clair, on l'a dit, c'est la violence en Haïti. Mais il y a aussi un facteur d'attraction massif. L'économie dominicaine est structurellement accro à la main-d'œuvre haïtienne, qui est sous-payée et sans papier. Les plantations de canne à sucre, l'agriculture et surtout le boom de la construction à Saint-Domingue. Tout ça repose sur cette exploitation. C'est un marché du travail très déséquilibré, c'est certain. Voilà, donc l'État dominicain crie à l'invasion sur la scène internationale, mais laisse la porte entrouverte parce que ses propres élites économiques exigent cette main-d'œuvre bon marché. Ce n'est pas un complot international, c'est juste la loi de l'offre et de la demande, recouverte d'un beau vernis nationaliste. C'est un point fascinant sur l'hypocrisie économique, et je vous rejoins en partie sur ce paradoxe. Mais je sais que pour nos auditeurs, le saut que nous allons faire maintenant peut paraître brutal, parce que si on écarte l'idée d'une invasion purement démographique, Castillo, lui, élève le niveau de menace. Oh, je sens qu'on va arriver sur le terrain glissant du terrorisme. Exactement. Il déplace le débat vers une menace bien plus sombre, le terrorisme international et l'islam politique. Et il faut comprendre comment il en arrive là. Dans les relations internationales, un État failli n'est pas juste une tragédie locale, c'est un vide. Et la nature a horreur du vide. Castillo décrit Haïti comme des vacances pour Al-Qaïda. Et c'est précisément le moment où l'analyse de Castillo passe de la géopolitique discutable au délire complotiste pur et simple. Attendez, laissez-moi exposer sa logique, car elle résonne profondément chez beaucoup de gens. Il tisse des liens entre plusieurs éléments pour montrer qu'un terreau idéologique se prépare. Il évoque la Nation of Islam de Louis Farrakhan aux États-Unis. Un groupe américain, oui. Il lie cela à la pratique du vaudou, qu'il voit comme un réseau de contrôle social très puissant. Il remonte même jusqu'à la figure historique de Macandal, l'esclave rebelle du XVIIIe siècle, qu'il présente comme une sorte de proto-djihadiste.
C'est un anachronisme total. Et par-dessus tout cela, il pointe du doigt l'arrivée de la mission multinationale d'appui à la sécurité, menée par des policiers kényans. Il ne voit pas cela comme une aide de l'ONU, mais comme l'entrée d'une 7e région africaine, une force d'occupation étrangère. Honnêtement, n'y a-t-il pas une immense naïveté à ignorer la probabilité qu'un vide étatique devienne un aimant pour le terrorisme asymétrique mondial? Il n'y a aucune naïveté à rejeter une hypothèse qui repose sur des absurdités absolues. Examinons les faits, car le grand écart conceptuel que vous venez de décrire est ahurissant. Reprenons la réalité sociologique d'Haïti. Allez-y. C'est un pays à 95% chrétien, profondément marqué par le catholicisme, le protestantisme et bien sûr le syncrétisme vaudou. La population musulmane y est statistiquement négligeable. Elle représente moins de 1% des habitants. L'idée qu'Al-Qaïda puisse s'y infiltrer et y trouver un sanctuaire naturel est risible. Les groupes djihadistes se sont installés dans bien des endroits où ils n'étaient pas majoritaires au départ. Regardez le Sahel. Le Sahel a une histoire et une démographie islamique millénaires, ce qui n'est absolument pas le cas des Caraïbes. Et regardez comment Castillo manipule l'histoire. Macandal était un esclave marron qui utilisait le poison pour combattre l'esclavage français dans les années 1770. Il utilisait la terreur, oui. Mais en faire un précurseur d'Oussama Ben Laden relève d'une ignorance historique totale. Quant à la Nation of Islam, oui, c'est un groupe nationaliste noir américain. Ils ont visité Haïti après le séisme de 2010 pour des œuvres caritatives. Mais ce groupe n'a strictement aucune affiliation avec le djihadisme armé mondial de type Al-Qaïda. Les idéologies peuvent converger. Non. Faire un amalgame entre le nationalisme noir américain, le vaudou haïtien et le terrorisme islamique mondial, c'est une gymnastique intellectuelle toxique qui n'a qu'un seul but, créer un monstre abstrait pour terrifier la population dominicaine. Vous démontez l'idéologie religieuse, très bien, mais qu'en est-il de la nature des gangs eux-mêmes? Même s'ils ne lisent pas le Coran, leurs méthodes sont celles du terrorisme asymétrique, non? Soyons précis sur la nature de ces groupes. Les entités qui contrôlent Port-au-Prince sont profondément, cyniquement laïques. Leurs motivations ne sont ni religieuses ni géopolitiques. Ils veulent extorquer les entreprises, kidnapper et contrôler les routes du trafic de drogue et d'armes. Rien de plus. La terreur reste de la terreur. Oui, mais c'est là que le discours de Castillo devient véritablement dangereux. Transformer la mission policière kenyane, qui est là avec un mandat de l'ONU, précisément pour combattre ces gangs criminels, en une menace d'annexion par une soi-disant 7e région africaine, c'est une rhétorique racialisée évidente. C'est un terme fort. Pourquoi parlez-vous de rhétorique racialisée, un terme? Parce que cela résonne de manière glaçante avec l'histoire très sombre de l'île. C'est exactement la même mécanique intellectuelle qui a été utilisée en 1937 par le dictateur Trujillo. À l'époque, pour justifier le massacre du Persil, où des dizaines de milliers d'Haïtiens ont été assassinés à la machette, la propagande les présentait comme une 5e colonne. Une 5e colonne qui menaçait l'identité hispanique, oui. Exactement. Aujourd'hui, on remplace le mot 5e colonne par guerre hybride ou infiltration djihadiste, mais la mécanique de déshumanisation reste la même. On diabolise l'autre, on le rend menaçant pour justifier la violence de l'État à son encontre. C'est une comparaison historique très, très lourde, et je comprends votre réticence face aux théories sur le terrorisme islamique. Mais écartons un instant Al-Qaïda et les amalgames idéologiques. Regardons la géographie immédiate. La frontière. La frontière, oui. La menace sécuritaire physique, elle, n'est pas un mythe. Elle est écrasante. Les atrocités commises par ces gangs dépassent l'entendement. On parle de décapitation filmée, de démembrement, d'un taux d'enrôlement forcé d'enfants qui atteint 50% dans certains groupes armés. La brutalité est incontestable, je l'ai dit. Et le problème, c'est que cette violence n'est plus confinée à Port-au-Prince. Elle s'étend et se rapproche inexorablement des départements frontaliers dominicains, comme l'Artibonite et le département du Centre. Face à un voisin où l'État a disparu, un État souverain n'a d'autre choix que de se protéger par tous les moyens nécessaires. Protéger, oui, mais comment? C'est le principe premier du droit international, la défense de ses frontières. Et c'est ce qui explique, d'un point de vue réaliste, les politiques de déportation massive que nous avons vues exploser en 2024. Quand le chaos règne chez le voisin, la frontière devient votre unique bouclier. La République dominicaine ne peut pas devenir le camp de réfugiés de l'hémisphère. C'est l'argument ultime, n'est-ce pas? La protection sacrée de la frontière face à la barbarie. Mais puisque nous parlons de réalisme et de géographie, regardons exactement comment fonctionne cette frontière.
C'est ici que nous touchons au point culminant de l'hypocrisie de ce discours d'État. L'hypocrisie, je vous trouve bien sévère. D'un côté, le gouvernement dominicain crie à l'invasion militaire, se drape dans l'étendard de la sécurité nationale et utilise cette peur pour mener des expulsions brutales. Mais de l'autre côté, cette même frontière, ce soi-disant bouclier, facilite activement le trafic des armes de guerre qui nourrissent le chaos en Haïti. C'est une accusation grave. Le trafic d'armes vient principalement des États-Unis par bateau directement vers les ports haïtiens, on le sait. Oui, une grande partie part de Miami vers Port-au-Prince, mais les rapports d'experts de l'OMU documentent très clairement une deuxième route majeure. Les armes et les munitions américaines arrivent dans les ports dominicains, puis traversent la frontière terrestre pour armer ces mêmes gangs haïtiens dont Saint-Domingue prétend avoir si peur. Des armes qui passent en douce, oui, mais comment... Comment ça se passe concrètement? Grâce à un système endémique de corruption. Des fonctionnaires douaniers et des militaires dominicains sont payés pour fermer les yeux. Ils laissent passer les fusils d'assaut et les balles qui permettent à vivant Sam de terroriser la population. L'État dominicain alimente en sous-main le feu qui ravage la maison d'à côté. Écoutez, il y a de la corruption dans toutes les agences douanières du monde. Il y a toujours des brebis galeuses dans l'armée. Mais de là à imputer la responsabilité de l'armement des gangs à la République dominicaine, c'est un renversement de responsabilité flagrant. L'État dominicain, en tant qu'entité, réagit à une crise colossale qu'il n'a pas créée. Il l'entretient par sa porosité au trafic lucratif, et pendant que les armes passent discrètement, comment l'État réagit-il officiellement? Par une violence ciblée contre les plus vulnérables. Vous parlez des déportations ? Parlons-en, car il faut expliquer comment elles se déroulent concrètement sur le terrain. Nous avons assisté à une hausse de 71% des expulsions début 2025. Ça vient après un chiffre déjà record de plus de 276 000 personnes expulsées en 2024. C'est une politique très stricte, je le reconnais. Strict. Les rapports de Human Rights Watch et d'Amnesty International sont glaçants. On ne parle pas de simple contrôle routier, on parle de raids menés au cœur de la nuit, d'agents de l'immigration dominicaine qui entrent illégalement dans les hôpitaux publics pour arracher des femmes enceintes haïtiennes de leur lit d'accouchement. Ce sont des incidents dramatiques, oui. On sépare des enfants en bas âge de leurs parents dans la rue. Quand un État en est réduit à traquer des mères dans des cliniques médicales, ce n'est plus de la sécurité nationale. C'est de la persécution pure et simple. Et c'est à cela que servent les théories de guerre hybride de Castillo. Elles fournissent un alibi intellectuel sophistiqué à des violations massives des droits humains. C'est un constat extrêmement dur sur la politique migratoire. Et je dois admettre, en toute honnêteté, que les abus documentés lors de ces expulsions sont indéfendables sur le plan des droits de l'homme. Nous sommes d'accord là-dessus. Et pour conclure sur ce débat complexe, je concéderai également que les preuves spécifiques soutenant un complot onusien ou une infiltration djihadiste imminente manquent de la robustesse factuelle qu'exigerait une telle accusation. C'est le moins qu'on puisse dire. Cependant, et c'est important, je maintiens que l'approche de Castillo soulève une vérité fondamentale que la communauté internationale refuse de regarder en face. Les pressions asymétriques exercées sur les pays limitrophes lors de l'effondrement d'un État sont une réalité écrasante. La pression existe, c'est indéniable. La communauté internationale a pendant des années refusé d'intervenir de manière décisive pour stopper les gangs en Haïti, tout en exigeant moralement et diplomatiquement que la République dominicaine absorbe seule les ondes de choc de cette faillite. Dans ce contexte, la ligne de crête entre le maintien de la souveraineté et la gestion d'une urgence humanitaire devient presque impossible à tenir. Saint-Domingue est vraiment poussé dans ses derniers retranchements. En guise de synthèse de mon côté, je dirais qu'on ne peut jamais, au grand jamais, bâtir une véritable souveraineté nationale ou une sécurité régionale durable en s'appuyant sur des mythes et des boucs émissaires. Mais que faire face à l'urgence tue ? La crise haïtienne est d'une complexité vertigineuse, c'est vrai, mais elle exige des solutions ancrées dans la réalité des faits. Cela implique un soutien international réel et massif pour éradiquer l'emprise économique et militaire des gangs criminels plutôt que d'inventer des menaces fantômes d'infiltration mondiale. Une aide internationale qui tarde souvent à venir. Certes, mais ça exige aussi une gestion frontalière qui respecte le droit international. Diaboliser des populations détruites par la violence extrême, les qualifier d'envahisseurs dans une guerre géopolitique fictive, ne résout strictement rien à la crise. Cela ne fait qu'ajouter la cruauté institutionnelle à une tragédie humaine qui n'en a absolument pas besoin. Nous terminons donc cet échange avec des désaccords profonds et persistants, notamment sur la façon d'interpréter les véritables intentions des acteurs internationaux et sur la responsabilité de la République dominicaine dans la gestion de sa frontière entre légitime défense et complicité de trafic. C'est un équilibre très difficile. Néanmoins,
S'il y a un point de convergence totale entre nous aujourd'hui, c'est bien sur le constat terrifiant de l'effondrement d'Haïti et l'urgence absolue de la situation pour des millions de civils pris au piège. Tout à fait. La réalité viscérale de la souffrance sur le terrain haïtien est incontestable. Même si notre compréhension des mécanismes qui l'aggravent de l'extérieur diverge complètement. C'est donc à vous, chers auditeurs, de continuer à creuser cette question essentielle. Où trace-t-on la frontière entre la vigilance géopolitique légitime d'une nation qui se sent menacée et la manipulation de ses peurs à des fins de persécution? C'est la vraie question. Quand vous repenserez à cette maison partagée, posée sur une faille sismique, demandez-vous si les murs menacent de tomber à cause d'une machination internationale cachée ou tout simplement parce que, dans notre panique, nous laissons les trafiquants jeter de l'essence sur un incendie que nous refusons d'éteindre. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouveau débat.